Quand la plupart des gens pensent aux soldats, ils imaginent des combattants hautement entraînés, prêts à éliminer toute menace. Ils imaginent des machines à tuer imparables. Mais est-ce vraiment le cas? Tous les soldats tirent-ils réellement sans hésiter? Non! En fait, vous pourriez être surpris par le nombre de soldats qui tirent réellement pour tuer lorsque le moment de vérité arrive. Même tirer dans la direction générale de l'ennemi est souvent un défi monumental. Et pourquoi? Est-ce le poids de prendre une vie qui brise leur résolution? Ou y a-t-il une barrière plus pragmatique en jeu? Nous avons toutes les réponses dans cette vidéo. Commençons par la question titulaire. Combien de soldats tirent pour tuer? Selon une étude de 1947 basée sur les soldats de la Seconde Guerre mondiale des États-Unis, seulement 15 à 20% des soldats tiraient directement sur l'ennemi avec l'intention de le tuer. De plus, seulement environ 15 à 25 de ces 100 soldats, soit 15 à 25%, tireraient même sur une position ennemie, c'est-à-dire la direction générale de l'ennemi. Et ce chiffre de 25% ne s'applique qu'aux troupes bien entraînées et aguerries. La publication de ces résultats a profondément choqué les États-Unis. Malgré tout, ils ont aussi été rapidement acceptés comme une réalité, entraînant des modifications significatives dans les techniques d'entraînement militaire. L'étude en question a depuis fait l'objet de débats et d'examens approfondis, avec des parties clés remises en question pour leur précision et leur méthodologie. Cependant, la majorité des réfutations concernaient le raisonnement derrière ces faibles taux de tir, plutôt que de contester les résultats fondamentaux. Avec cela à l'esprit, examinons de plus près cette étude et ses critiques subséquentes pour déterminer sans équivoque pourquoi si peu de soldats tirent pour tuer. L'infâme étude de 1947 intitulée Men Against Fire, The Problem of Battle Command a été menée par le brigadier général de l'armée américaine Samuel Lyman Atwood Marshall, mieux connu sous le nom de Samuel Lyman Atwood Marshall, ou encore plus familièrement, SLAM. Marshall n'a guère besoin d'être présenté dans les milieux militaires, mais revenons sur les bases au cas où. Marshall a servi avec la force expéditionnaire américaine sur le front occidental pendant la Première Guerre mondiale, avant de devenir journaliste spécialisé dans les affaires militaires. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Marshall est rentré aux États-Unis, armé, mais cette fois en tant qu'historien de combat. Il a d'abord enquêté sur les combats dans le Pacifique, se concentrant sur la bataille de Mâcon. En novembre 1943, c'est apparemment la première fois qu'il a utilisé la soi-disant revue après action, ou revue après action en abrégé. Une technique qu'il a initiée et qui a été développée et est toujours largement utilisée par l'armée américaine. Ce processus consiste à réunir les survivants d'une compagnie 1 ou 2 jours après une bataille, une mission ou un engagement pour partager leurs expériences, actions et observations. Marshall a spécifiquement interviewé des compagnies de fusiliers dans un cadre de groupe dans le but de reconstruire l'action après un combat rapproché avec les troupes allemandes et japonaises. En 1944, il a été transféré en Europe, où il a servi jusqu'à la fin de la guerre en tant que principal historien de combat. 3 ans après, il publia son œuvre phare, Men Against Fire, The Problem of Battle Command, souvent considéré comme un classique moderne. D'après Marshall, ce livre renfermait des conclusions tirées d'entrevues avec plus de 600 compagnies de fusiliers distinctes. Cependant, ce chiffre a été ensuite fortement remis en question par des historiens militaires tels que Roger Spiller. Selon Spiller, Marshall n'aurait eu le temps de mener qu'environ 400 entretiens d'ici 1946, soit le moment où il écrivait probablement son livre, et c'est le calcul le plus généreux. Mais quel que soit le nombre de soldats interrogés, un fait demeure. La grande majorité des soldats n'utiliseraient pas leurs armes dans n'importe quelle situation. Selon Marshall, c'était constamment vrai que l'action se déroule sur 1 jour, 2 jours ou 3. Plus important encore, le nombre de soldats tirant sur les ennemis restait faible, même lorsqu'ils étaient en danger. Selon Marshall, ces hommes peuvent affronter le danger mais ne combattront pas. Même dans les compagnies les plus énergiques et agressives, seulement 1 homme sur 4 avait utilisé sa puissance de feu, d'après l'étude. L'expression clé est un certain usage de sa puissance de feu, qui implique de tirer sur les positions ennemies plutôt que directement sur l'ennemi, sans intention de tuer. Marshall a considéré tous les aspects de la puissance de feu. Carabines, grenades, bazookas, mitrailleuses, et bien sûr, fusils, y compris les Browning Automatic Rifles, BAR. Une autre découverte fascinante et controversée révélée simultanément était qu'1% des pilotes de chasse étaient responsables de la moitié des pilotes de chasse tués aux États-Unis, force aérienne de l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Autrement dit, une poignée de pilotes de chasse a causé la quasi-totalité des dégâts réels infligés à l'ennemi au combat. Avant que ces résultats quelque peu choquants ne soient publiés, on supposait en quelque sorte que les soldats moyens tueraient au combat, que ce soit sur ordre ou pour se protéger eux-mêmes ou leurs camarades d'unité. Marshall a été le premier à affirmer que la plupart des soldats, en particulier les tireurs, étaient en réalité des spectateurs. Selon Marshall, ce n'était rien de nouveau.
Il n'y avait jamais eu l'opportunité de collecter systématiquement des données lors des guerres passées. Marshall a nommé sa découverte le ratio de tir, l'utilisant pour alerter les commandants américains des défis et réalités de l'efficacité au combat et du comportement des soldats en guerre. Ses mots exacts étaient « Un commandant d'infanterie sera bien avisé de croire que lorsqu'il engage l'ennemi, pas plus d'un quart de ses hommes ne porteront jamais un véritable coup. » L'armée américaine a pris ces paroles très au sérieux, utilisant « des hommes contre le feu » comme base pour réformer radicalement la formation de l'infanterie après la Seconde Guerre mondiale. L'objectif est d'encourager davantage de soldats américains à tirer sur l'ennemi. Leurs nouvelles techniques de formation ont porté leurs fruits de façon notable. Au moment de la guerre de Corée, 55% des soldats américains tiraient sur leur cible, ce chiffre grimpant à entre 90 et 95% pendant la guerre du Vietnam. Bien que l'histoire de ce changement drastique soit fascinante, nous ne l'aborderons pas maintenant. Cela vous attend plus tard dans la vidéo. Concentrons-nous sur les années 1940 et examinons les raisons évoquées pour expliquer les taux de tir initialement très faibles. Pour la plupart, Marshall a expliqué la réticence des soldats à tirer leurs armes comme provenant d'une résistance innée à tuer. En termes plus simples, les humains ont juste une aversion naturelle et profondément enracinée à prendre la vie d'un autre être humain, même dans les circonstances extrêmes du combat. Autrement dit, les soldats ne retiennent pas leur tir par choix, mais parce qu'ils en sont incapables. C'est une réaction involontaire. Cependant, depuis 1947, plusieurs autres raisons involontaires ont été avancées pour expliquer le faible taux de soldats tirant pour tuer. Plusieurs raisons volontaires convaincantes ont également été avancées, suggérant que les soldats choisissent effectivement, souvent, de ne pas tirer sur l'ennemi. Examinons maintenant chacune de ces raisons en détail. Puisque le livre de Marshall est à la raison principale de notre discussion sur les faibles ratios de tir, débutons par la soi-disant réponse involontaire de non-tir et plus précisément, la résistance au meurtre que Marshall attribuait aux soldats. En résumé, Marshall propose que le cerveau humain n'est tout simplement pas câblé pour tuer d'autres humains. Au lieu de cela, ils ont un puissant instinct qui les en empêche. Bien entendu, cela exclut les personnes souffrant de psychopathie sévère, une condition qui ne touche qu'environ 1% de la population. Maintenant, imaginez ce que ressent une personne moyenne. Selon Marshall, une personne moyenne et en bonne santé a une telle résistance intérieure et généralement non réalisée à l'idée de tuer un semblable qu'elle ne prendra pas, de son propre gré, une vie s'il est possible de se détourner de cette responsabilité. Bien que la résistance innée à tuer ne soit plus considérée comme la principale raison des faibles taux de tir, Marshall n'était pas le seul dans l'histoire militaire à remarquer ce phénomène. Dans les années 1860, Ardent de Picq, officier de l'armée française et théoricien militaire, a découvert que les soldats préféraient tirer en l'air plutôt que de viser intentionnellement pour tuer leurs ennemis au combat. Tirer l'arme mais manquer intentionnellement peut être vu comme de la posture, c'est-à-dire une démonstration de préparation sans l'engagement à une action mortelle. Face à des adversaires en chair et en os, beaucoup de soldats choisiront cette option. Plus d'un siècle plus tard, en 1986, l'établissement d'analyse opérationnelle de la défense britannique, une organisation responsable de fournir un soutien analytique et scientifique aux forces armées britanniques, s'est fixé pour objectif d'examiner l'efficacité meurtrière des unités militaires dans plus d'une centaine de batailles des 19e et 20e siècles. Cette recherche visait à vérifier si les conclusions de Marshall, qu'il jugeait applicables à toute l'histoire des guerres humaines, étaient cohérentes avec les données des conflits antérieurs. Comme il s'est avéré, il l'était. Les résultats ont montré que les scénarios simulés prédisaient des taux de mortalité bien supérieurs à ceux des événements historiques. De plus, les chercheurs ont appuyé la théorie de Marshall, suggérant que la réticence à combattre serait la principale cause de ces résultats. Comme l'a noté Peter Watson dans son livre War on the Mind, The Military Use and Abuses of Psychology, bien que largement ignorées, les conclusions de Marshall font consensus sur le rôle de la résistance intérieure dans les faibles taux de tir. Cependant, cette résistance, principalement basée sur des croyances personnelles et donc volontaires, joue un rôle moins significatif qu'initialement proposé. En outre, ceux qui refusent d'utiliser ou de porter des armes pour des raisons morales n'occupent généralement pas de rôle de combat dans l'infanterie. Ces personnes assument consciemment des rôles dans l'armée comme médecins, porteurs de munitions ou autres personnels de soutien. Ils peuvent y faire preuve de bravoure, sans être directement impliqués dans l'engagement fatal avec l'ennemi. Marshall et d'autres chercheurs mentionnent une autre raison involontaire de non-tir, liée à l'une des émotions humaines les plus fondamentales. Jusqu'à 80% des répondants à l'étude de Marshall ont cité la peur comme l'une des causes de non-tir d'une arme. Il est important de noter que pour la plupart des répondants,
La peur n'était pas un état permanent qui les empêchait d'agir en conséquence. C'était une condition passagère, une barrière temporaire qui pouvait être gérée ou surmontée dans les bonnes circonstances. Une autre condition temporaire notée dans l'histoire militaire est la paralysie de la main qui tire. De nombreux soldats de la guerre civile américaine ont rapporté avoir vécu ce phénomène lors de combats intenses, où le stress et l'impact psychologique de la guerre inhibaient leur capacité physique à appuyer sur la gâchette. Le même phénomène est apparu pendant la Première Guerre mondiale, les troupes allemandes le nommant l'engelure du doigt de gâchette. L'épuisement au combat est proposé comme une explication plus permanente de l'incapacité à tirer sur l'ennemi. L'épuisement au combat, aussi appelé fatigue de combat ou choc de l'obus, désigne une réaction aiguë au stress extrême du combat, provoquant des symptômes comme la fatigue, l'indécision et un temps de réaction ralenti. Terry Kopp, historien militaire ayant étudié l'épuisement au combat chez les soldats canadiens, en Normandie, a constaté que jusqu'à 90% des cas diagnostiqués concernaient les fantassins. Comme c'est précisément la branche de l'armée sur laquelle Marshall s'est concentré, l'épuisement au combat semble être une explication très plausible pour les soldats qui ne tirent pas sur leurs ennemis. Une autre explication assez plausible et non volontaire pour les faibles taux de tir n'a rien à voir avec les soldats eux-mêmes. Il s'agit plutôt des armes utilisées par ces soldats. Le dysfonctionnement des armes et le manque de maîtrise ont également été cités comme raisons pour lesquelles les soldats n'ont pas réussi à affronter leurs ennemis sur le champ de bataille. Pour comprendre la probabilité de cette possibilité, tout ce que vous avez à faire est de vous rappeler la transition infâme du fusil M14 au fusil M16 pendant la guerre du Vietnam. Si vous ne connaissez pas ce fiasco, en voici un bref aperçu. Le M14 était le fusil standard utilisé par l'armée américaine avant l'introduction de la variante M16. Le M14 était un fusil de combat traditionnel, chambré pour la cartouche de 7.62 sur 50 et 1 mm de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, connu pour sa fiabilité et son efficacité au combat. Le fusil pouvait tirer de 700 à 750 cartouches par minute, à une portée efficace maximale d'environ 500 yards, et était apprécié pour sa robustesse et sa puissance d'arrêt dans les situations de combat. C'est à ce moment que le fusil M16 est apparu. Cette variante était effectivement plus puissante que le M14 en théorie. Il utilisait une cartouche de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, plus petite et plus légère, de 5,56 sur 45 mm, et avait un taux de tir plus élevé, allant jusqu'à 800 tours par minute, et une portée de tir effective plus longue, allant jusqu'à 875 yards. Cependant, les soldats américains ont aussi jugé ce fusil peu fiable, se bloquant fréquemment au combat. De plus, de nombreux soldats n'ont même pas été formés à l'utilisation du M16 lors de leur entraînement de base. Ils ont reçu le M16 en arrivant au Vietnam et devaient le comprendre immédiatement. Une attente similaire peut expliquer pourquoi les soldats rataient souvent leurs tirs mortels. Dans un scénario d'entraînement militaire, les supérieurs donnent des instructions précises aux soldats sur les objectifs à atteindre, les positions à prendre et l'utilisation efficace de leurs armes. Mais lors d'une vraie bataille, les soldats doivent faire face à un environnement non structuré, sans conseils détaillés. La majorité d'entre eux sont livrés à eux-mêmes au combat. Malheureusement, tous les soldats ne sont pas capables de gérer le chaos et l'imprévisibilité des situations de combat réelles, manquant souvent d'initiative ou de compétences pour tirer leurs armes. Soyons honnêtes, rares sont les soldats qui deviennent de bons snipers. Les combattants ennemis peuvent être formés pour être des tireurs compétents, mais face à une arme pointée sur soi, ces compétences sont souvent insuffisantes au cœur de la bataille. Mais que se passe-t-il dans une zone tranquille du front, loin de la chaleur de la bataille ? Ici, nous abordons la première raison potentielle du non-usage volontaire des armes, le principe dit de vivre et laisser vivre. Ce principe est exactement ce qu'il paraît. Ne me tue pas, et je ne te tuerai pas. C'est une trêve informelle entre les soldats, pour prévenir les morts inutiles, surtout quand le risque pour eux est minime. Cette mentalité est controversée, en raison de ses implications pour la stratégie militaire et le moral, mais elle est bien documentée, et explique raisonnablement pourquoi ne pas tirer à tout va dans un scénario de combat spécifique. Une autre explication viable est la répartition des rôles dans une unité. En termes simples, tous les soldats au sein d'une unité n'ont pas la tâche d'engager l'ennemi. Prenons l'exemple des vétérans du Vietnam de la première division de cavalerie. En 1987, plus de 250 de ces vétérans ont été interrogés et peuvent être sommairement répartis en deux groupes. La catégorie 1 comprend les soldats engageant l'ennemi avec des armes légères. Cette catégorie comprenait des soldats armés de fusils, mitrailleuses, véhicules et hélicoptères, dont la mission était d'éliminer l'ennemi avec leurs armes. La catégorie 2 était composée de soldats accompagnant ceux de la catégorie 1.
Ces hommes pouvaient être des mitrailleurs adjoints, chargés de charger la mitrailleuse M60 utilisée durant la guerre du Vietnam, ou des observateurs d'artillerie avancés, appelant et dirigeant le tir d'artillerie. Ou peut-être servaient-ils comme médecins, ingénieurs, aumôniers ou opérateurs radio, des postes dont la responsabilité principale n'était pas de tirer sur l'adversaire. Ce groupe, composé de nombreux chefs d'escouade et commandants de compagnie, avait pour rôle de diriger les manœuvres, distribuer les munitions et effectuer d'autres tâches vitales, contribuant au succès global et à la coordination de l'unité. Il ne s'agit pas seulement de tirer sur l'ennemi, sauf si c'est absolument nécessaire. Mais il est important de noter que le rôle que les soldats assumaient au sein de l'unité ne dictait pas seulement la fréquence à laquelle ils tiraient leurs armes, mais aussi la probabilité qu'ils avaient de rentrer chez eux vivants. Au total, 5 444 soldats de cette division ont été tués au combat, et 26 592 autres ont été blessés. La majorité des victimes appartenaient à la catégorie 1, les soldats dans des spécialités plus exposées. Mais même les soldats généralement classés dans la catégorie 1 n'ont pas toujours l'occasion d'engager l'ennemi, car cette option n'est pas toujours la plus tactiquement prudente. Par exemple, l'emplacement peut parfois rendre presque impossible d'obtenir un bon tir. Les soldats à l'arrière d'une colonne dans une jungle dense ne peuvent pas tirer sur l'ennemi, car ils ne voient pas ce qui se passe à l'avant. S'ils le font, ils risquent de tirer sur leurs propres hommes. En termes de localisation, les soldats peuvent aussi se trouver dans une zone sans tir, où l'utilisation d'armes pauvres est prohibée. Cela les empêcherait évidemment d'engager l'ennemi, quelle que soit leur volonté ou leur capacité à tirer. Les zones sans tir sont souvent mises en place pour protéger les civils, garder l'effet de surprise ou respecter les règles d'engagement. Parfois, tuer l'ennemi n'est pas la priorité. Une unité pourrait collecter des renseignements, donc tirer sur une menace passante compromettrait leur position et ruinerait la mission. Et compte tenu de la difficulté qu'il y a souvent à insérer une patrouille à des endroits spécifiques, ne pas tirer sur l'ennemi et préserver le secret l'emporte de loin sur le bénéfice immédiat d'éliminer quelques adversaires. Et parfois, tirer sur l'ennemi est exactement ce qu'ils souhaitent. Ils peuvent alors utiliser le flash du canon pour déterminer où se trouve l'armement lourd et appeler pot à des frappes d'artillerie ou des contre-attaques. Les soldats évitant souvent de tirer avec leurs fusils pour ne pas révéler leur position. Cependant, pour être juste, il y a toujours l'alternative de détonner une mine Claymore, de lancer une grenade, ou d'appeler à un soutien de mortier, car ces options peuvent nous fournir la puissance de feu nécessaire sans révéler la position précise du soldat. Et si vous vous souvenez, Marshall a pris en compte certaines de ces options lors du calcul du ratio de tir. Mais globalement, de nombreuses circonstances peuvent empêcher un soldat de tirer sur l'ennemi, indépendamment de ses compétences, convictions ou courage. Cela nous amène à la dernière raison volontaire de ne pas tirer sur l'ennemi. Discipline de tir. La discipline de tir est l'utilisation contrôlée et délibérée des armes à feu par les soldats, pour garantir que chaque tir est nécessaire, précis et efficace. Compte tenu de l'importance de ce principe dans l'armée, il est surprenant qu'il soit rarement mentionné en lien avec le travail de Marshall, d'autant plus que la discipline de tir était largement enseignée et pratiquée pendant la Seconde Guerre mondiale. Prenons l'armée canadienne comme exemple. Les manuels de doctrine et de formation de l'armée avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale insistaient sur le fait de retenir le feu jusqu'à ce qu'il atteigne une efficacité maximale. Certains de ces manuels ont même carrément découragé les fusiliers d'utiliser leurs armes. Pourquoi ? Car les erreurs coûtaient simplement trop cher. Selon le manuel de 1944 du corps de formation des officiers canadiens, 75 000 cartouches de petit calibre étaient nécessaires pour tuer un seul soldat ennemi, estimation pour les troupes stationnaires. Maintenant, imaginez combien de munitions pourraient dépenser des troupes mobiles se déplaçant jusqu'à 40 miles par heure. C'est pourquoi il a été constamment souligné que la précision l'emporte sur le volume de feu. Donc, toutes les unités d'infanterie étaient formées pour un tir contrôlé de petites armes plutôt qu'un tir indiscriminé, bien que ce dernier restait inévitable dans certaines batailles. Malgré cela, l'armée canadienne l'a découragé à chaque étape. Les notes de formation de l'armée canadienne émises pendant la Seconde Guerre mondiale contenaient souvent des remarques désobligeantes sur le fait de tirer trop et trop tôt. Selon un article de mai 1944 dans les notes de formation, vous êtes entraîné pour tirer droit. Vous avez suffisamment de munitions à portée de main pour tuer vos camarades. Mais assurez-vous, attendez. Même si vous êtes extrêmement excité, attendez. On peut conclure que tirer en petite quantité était une compétence dans l'armée canadienne, pas un signe d'hésitation ou de lâcheté. Marshall le voyait comme un problème, et peu après avoir partagé ses inquiétudes, l'armée américaine le voyait aussi comme un problème, comme mentionné. Alors l'armée s'est mise en action, et a instauré plusieurs mesures de formation pour rendre leurs soldats un peu plus déclencheurs.
Mais comment est-ce même possible? Comment pouvez-vous former des soldats à tirer pour tuer avec enthousiasme? L'armée américaine l'a fait en 2 étapes. Premièrement, la désensibilisation. Deuxièmement, le conditionnement. La désensibilisation était depuis longtemps utilisée dans l'entraînement militaire. Les gens ont utilisé différentes façons de se différencier eux-mêmes, et leurs ennemis perçus. Les armées, même américaines, ont historiquement utilisé des noms dérogatoires et racistes pour désigner leurs ennemis. En réduisant l'ennemi à des surnoms dérogatoires, les soldats pouvaient créer une distance psychologique entre eux-mêmes et leurs adversaires. Cette déshumanisation était une forme de désensibilisation qui rendait plus facile pour les soldats de justifier et de commettre des actes de violence contre leurs ennemis. Cependant, la désensibilisation a atteint un tout nouveau niveau dans les camps d'entraînement américains après la Seconde Guerre mondiale. Le meurtre était décrit comme joyeux, afin d'aider les soldats à surmonter leur aversion naturelle selon Marshall. Cependant, la désensibilisation ne suffisait pas à faire des soldats des machines à tuer. C'est là que le conditionnement entre en jeu. Bien que le physiologiste russe Ivan Pavlov soit crédité de la découverte du conditionnement classique, le travail du physiologiste américain Boris Frederick Skinner sur ce qu'on appelle le conditionnement opérant a été le plus précieux dans ce processus. Les expériences de Skinner montrent comment les conséquences, renforcement ou punition influencent et façonnent les comportements futurs. Son travail a posé les fondations pour des applications concrètes en éducation, psychologie et formation militaire. Le conditionnement opérant a entraîné les soldats américains à tirer dès qu'une cible était repérée. Mais pour établir rapidement une connexion entre la cible et la pression sur la gâchette, ils ne tirèrent plus sur les cibles standards en forme de mire constituées de cercles concentriques. Les nouvelles cibles avaient forme humaine. Ces cibles n'étaient plus non plus statiques. Elles pouvaient surgir à tout moment, n'importe où, imitant plus fidèlement les situations de combat réels. Enfin, les cibles avaient été rendues plus réalistes, en les remplissant de peinture rouge ou de ketchup, récompensant instantanément lorsqu'elles étaient retouchées. Le résultat ? Les soldats passaient désormais facilement de l'entraînement au combat réel, comme le prouve l'augmentation significative de leur taux de tir. Après tout, ils ont tiré sur une silhouette humaine si souvent que c'est devenu une sorte de réflexe. Grâce à cela, ils sont désormais pratiquement capables de nier à eux-mêmes qu'ils tirent sur un autre être humain. Comme l'a dit un vétéran britannique des Malouines, les ennemis ne sont devenus rien de plus ou de moins que des cibles en forme d'homme. Si cela vous semble malsain, vous n'êtes pas seul. Le plus gros problème de la mentalité de tirer pour tuer en premier est son impact psychologique sur le soldat. Après tout, cette personne a été élevée toute sa vie en croyant que tuer est mal, mais ensuite l'armée leur enseigne que c'est précisément ce qu'ils doivent faire. Alors maintenant, ils vont se battre et tuer des adversaires, potentiellement même à courte portée. Mais ensuite, après avoir quitté le service, ils rentrent chez eux. Souvent, c'est une vie de terribles souvenirs et de conséquences mentales. C'est le coût caché de la création de soldats prêts à tuer en premier, et c'est pourquoi il ne devrait pas être surprenant qu'entre 18% et 54% des vétérans du Vietnam souffrent de troubles de stress post-traumatique, un chiffre jamais vu auparavant dans les conflits précédents. L'épidémie dite de troubles de stress post-traumatique parmi les vétérans du Vietnam a eu des conséquences catastrophiques, y compris une augmentation massive des suicides, de l'usage de drogue et de l'alcoolisme. Cela a aussi mené à des appels pour mieux aborder la santé mentale et le bien-être des vétérans. En termes simples, la société qui forme les soldats à tuer et les place dans un environnement pour le faire devrait également être celle qui confronte de manière responsable et éthique les conséquences psychologiques pour le soldat et la société. Et qu'en pensez-vous ? Comment percevez-vous les faibles taux de tir et l'augmentation de ces taux vaut-elle vraiment les conséquences permanentes qu'elle pourrait avoir ? Exprimez-vous dans les commentaires ci-dessous et merci d'avoir visionné cette vidéo. Découvrez maintenant pourquoi les tireurs d'élite évitent les tirs à la tête en guerre en cliquant sur cette autre vidéo.